Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un porteur de projet remarquable et inspirant. Aujourd'hui, nous accueillons Mehdi Napti, directeur du pôle 93 de l'association La Résidence Sociale. Véritable boulimique de travail, il nous a parlé de ce projet très abouti de la ferme des possibles à Stein en Seine-Saint-Denis. Au-delà de cette ferme urbaine, c'est l'ensemble du dispositif qui est vraiment impressionnant. Un bâtiment ultra responsable, une ferme agricole raisonnée, un ancrage territorial fort et une place réelle pour chaque partie prenante. Et tout de suite, place à notre échange. Mehdi Napti, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle 93 de la Résidence Sociale, oui, qui est une association qui est au cœur du 93 et qui est composée de 2 ESAT, d'un IME et d'un EM Pro. Vous avez monté ici un projet assez atypique et de grande envergure qui s'appelle la ferme des possibles et qui développe sur 1 hectare au cœur de ville une ferme agricole urbaine, biologique et agroforestière. Alors c'est étonnant parce que c'est pas des mots qu'on a l'habitude d'entendre quand on est dans le 93. J'ai lu dans vos plaquettes les termes de cueillette, de ruche, de potager, de permaculture. D'où vient ce projet ? Alors la base du projet vient sur la création de binômes de personnes éloignées de l'emploi et de personnes en situation de handicap, donc des établissements donc de la résidence sociale, mais également d'une association qui s'appelle Capital Banlieue. Donc les premiers binômes ont été créés pour répondre à un besoin au niveau de la restauration et plus particulièrement traiteur pour les entreprises. Et à travers ce travail, nous avons ouvert plusieurs restaurants et propositions de prestations en entreprise directement pour la gestion de cafétéria. Et suite à ça, la mairie, là où on s'est installé, donc sur Stein, nous a proposé la gestion d'un terrain d'1 hectare où il y avait auparavant des jardins familiaux, en sachant que ces terres ont toujours été utilisées pour la gestion et de la production pour alimenter les rois de France, mais également les familles. Donc c'est une terre nourricière. Et l'idée de ce projet, c'est surtout de faire travailler et de réunir des personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc comme je le disais tout à l'heure, des personnes en situation de handicap, mais également des personnes en insertion. Et ces binômes, le point de départ, vous faites des binômes entre des personnes en situation de handicap et des personnes en insertion qui travaillent côte à côte autour des questions des paniers de fruits, etc. C'est ça, exactement. Donc c'était la création d'une filière biologique locale, mais également on va dire socialement, en tous les cas à nos yeux, importante et solidaire pour répondre à un besoin de développement endogène des populations qu'on a autour de ce terrain. Alors à ce moment-là, vous vous dites, tiens, on a un terrain, on peut remonter une ferme urbaine. Est-ce que vous êtes allé voir d'autres projets en amont pour vous inspirer, pour comprendre, pour éviter les erreurs de parcours de projet habituels ? Oui, effectivement, on a visité pas mal de fermes urbaines, mais également des fermes classiques, mais de taille en tous les cas qui correspondent à la nôtre, c'est-à-dire entre 1 et 2 hectares, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire sur ce terrain. Donc on a aussi beaucoup lu, on s'est beaucoup renseigné, on a été à l'étranger pour en visiter aussi, parce qu'on a des modèles à l'étranger qui sont très innovants, on parle beaucoup d'innovation sur l'agriculture, et donc on a mis en place de l'agroforesterie parce que on a voulu être un petit peu... on a surtout voulu aller voir si le modèle économique était jouable sur 1 hectare en zone urbaine, mais également on a mis en place... pas vraiment de la permaculture, mais en tout cas le principe de la permaculture à travers l'agroforesterie. Sur ce terrain, on a aussi un rucher avec une 15aine de ruches, mais on a également une basse-cour, donc on a un point d'eau pour alimenter l'ensemble des terres en irrigation, parce qu'on fait aussi on essaye d'être autosuffisant au niveau de l'eau. Donc on a fait un puits, on a fait un forage au départ, donc un puits, et on essaye d'être cohérent dans la démarche globale, effectivement, à travers aussi nos restaurants, donc la gestion de nos restaurants et de nos prestations à l'extérieur également, sur la réutilisation des déchets organiques et qu'on peut réintroduire dans le sol en faisant du compost, par exemple. Au moment où le besoin est identifié, le terrain est visité la première fois, on est en quelle année ? On est en 2010.
La première année, on est en 2010, donc des terrains qui étaient auparavant utilisés. Il y avait un camp de Rome sur ce terrain, donc qui a été démantelé. Et ensuite, on avait des espèces de fosses de 2 mètres de profondeur. Donc on a dû, le premier travail à faire, c'était de faire venir, on a fait un sondage des sols avec AgroParisTech, donc on a voulu savoir si on pouvait faire du bio sur ce terrain. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte à travers l'histoire que ça a toujours été des jardins ouvriers, mais toujours surtout une terre agricole. Et on a travaillé avec AgroParisTech aussi sur la réinstallation des bonnes strates au niveau du sol. Pour qu'il soit fertile et pouvoir produire. Voilà, c'est ça. Et donc là, a démarré le projet, effectivement, d'avoir des produits de la graine à l'assiette où on transforme. Ensuite, une fois qu'on a récolté, on transforme et on cuisine les produits directement pour nos salariés au départ. D'accord. On faisait ça au départ pour nos salariés, les usagers qu'on accompagne, les personnes en insertion. Et ensuite, pour notre restaurant et puis l'offre traiteur. Et en quelle année la ferme a officiellement été inaugurée ? 2015. 2015, on a fait nos premières plantations, nos premières récoltes, en sachant qu'on avait planté à peu près 900 arbres et arbustes. Donc sur ce terrain, on a que des fruitiers au niveau des arbustes, mais la production au niveau du sol, quand je parlais tout à l'heure d'agroforesterie, donc on n'est pas en plein champ, donc on a tous les 5 mètres au niveau des arbres fruitiers, on a de la production en ligne, des petites lignes de production, et dans l'autre sens, on a des aromatiques, où en fin de compte, donc on essaye on a l'obligation, à travers le bio, d'avoir une rotation des produits dans le sol, mais aussi des aromatiques et puis donc le principe de la permaculture, c'est celui-ci, c'est que tout s'autosuffit et s'alimente. Et alors toute cette production, elle permet d'aller chercher quelle part de votre ressource finalement dans votre modèle économique ? Alors sur le modèle économique de la ferme des possibles, aujourd'hui on n'est pas vraiment à l'équilibre encore. Aujourd'hui sur ce modèle-là, mais on l'est à travers les différentes prestations qu'on peut avoir au niveau de la restauration. Donc quand on fournit les entreprises qui vont nous commander un cocktail, un buffet, ou les entreprises chez qui on gère donc une cafétéria d'entreprise pour les salariés, le modèle économique il tourne donc à travers cet équilibre prestation et gestion des fruits et légumes qu'on va transformer dans nos prestations. Et est-ce que vous avez régulièrement des visites ici ? Est-ce que c'est un lieu ouvert ? Alors c'est un lieu très ouvert, on fait beaucoup de visites et on fait aussi pas mal d'animations, donc ça va se développer encore plus parce que l'idée de cette coopérative c'est de pouvoir ouvrir aux habitants, mais jusqu'à présent on était surtout ouvert au groupe au groupe, quand je dis groupe c'est plutôt les enfants de l'éducation nationale, donc des classes, mais également des établissements médico-sociaux, donc on peut retrouver des IME qui viennent, des EM Pro, mais également des ESAT, pas forcément du 93, ça peut être au niveau du territoire Île-de-France, mais on a reçu aussi une association, un établissement de la vie active qui venait par exemple d'Arras parce que ils ont l'idée d'installer un rucher dans leur établissement. Voilà, parce qu'ils ont un peu d'espace. Et donc, on reçoit effectivement des groupes qui sont intéressés par la gestion d'un projet qui tourne d'une partie du projet qu'on peut avoir dans la ferme des possibles. Donc vous êtes à la fois un lieu d'expérimentation et d'essaimage de ces expérimentations, à la fois un lieu de vie du quartier avec les entreprises et les particuliers, à la fois un lieu d'animation pour les habitants. C'est un lieu qui rayonne finalement. C'est ça, c'est un lieu qui rayonne et qui est effectivement, on parle souvent de vitrine, mais c'est surtout un lieu qui est ouvert. On veut que ce lieu soit ouvert. C'est aussi, ça a pas été au départ un souhait de la municipalité qui nous a mis à disposition ce terrain, mais en tous les cas, nous on le voyait comme ça, c'est-à-dire que ce terrain ne nous appartient pas. On a un bail amphithéotique, donc ce terrain appartient à l'ensemble des habitants du territoire, je dirais. Et donc, vous avez démarré une coopérative à 2 structures, donc une SIC. Qui compose aujourd'hui cette coopérative ? Et pourquoi faire ce choix-là d'une coopérative ? Alors, la composition de la coopérative, ça a été donc les 2 fondateurs, donc la résidence sociale à travers les aides Playel et donc l'association Capital Banlieue qui qui accompagne des personnes en insertion. Et les autres acteurs aujourd'hui c'est beaucoup plus large parce que à terme donc on a fait rentrer d'autres associations qui gravitent autour du projet, mais qui ont aussi des valeurs communes, et plus récemment nous avons fait entrer la communauté de communes et le département. Et l'idée de cette coopérative c'était de pouvoir déjà parler
voilà, sur un projet commun et de se retrouver effectivement sur un projet commun qui est, on va dire, la sécurité alimentaire, mais également la production, le circuit court et surtout l'engagement solidaire des personnes qu'on accompagne à travers la création d'emplois, mais aussi la montée en compétences, à travers aussi des entreprises qui sont rentrées dans la coopérative, des entreprises privées sur des domaines d'activité que nous avons. Donc l'idée, c'est d'avoir cette dynamique de parcours des publics qu'on accompagne. Donc en sachant que les personnes font bien sûr le choix d'aller ou pas vers le privé à un moment donné, mais la possibilité, en tous les cas, d'ouverture et de formation complémentaire qu'on peut avoir quand on met les personnes en situation dans une entreprise, voilà, ouvre des possibilités de formation et de montée en compétences qui sont beaucoup plus larges. Donc cette coopérative facilite la passerelle finalement pour un travailleur des ZAD par exemple qui voudrait avoir son parcours professionnel en sortie des ZAD avec des entreprises qui sont déjà coopératives et qui sont déjà partie prenante pour pouvoir l'accueillir et lui proposer une évolution. C'est bien ça, totalement, oui. Alors, c'est des entreprises privées, mais ça peut être aussi le service public. J'ai par exemple un rendez-vous demain, un rendez-vous avec l'Éducation nationale pour effectivement avoir cette dynamique aussi de parcours et peut-être de prestations en entreprise, mais de mise à disposition de personnel dans des collèges et puis même dans des écoles où, sur lesquelles, en tous les cas, il y a une production en interne. Et d'avoir on va dire ces trois niveaux, c'est-à-dire l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, mais également les entreprises privées, mais aussi le service public, nous permet d'essayer de gommer en tous les cas les frontières qu'on peut avoir quand on travaille chacun de son côté, en silo comme on dit. Et ça nous permet d'avoir sur des collèges qui peuvent être en proximité, mais également des entreprises, la possibilité d'avoir un parcours effectivement pour les personnes qui le souhaitent, encore une fois, beaucoup plus riche. Une dernière question, on a beaucoup échangé avant d'enregistrer ce podcast pour bien comprendre l'ensemble de vos projets. Vous avez beaucoup de projets. Vous m'avez dit justement le mode projet, quelque chose d'indispensable et d'important pour pouvoir faire sauter ces cloisons, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir donner du sens. Expliquez-moi ce mode projet, comment est-ce que vous le mettez en place ? Je dirais que déjà la dynamique projet, elle est d'abord en premier lieu autour de la personne. Donc on va prendre en considération les personnes qu'on accompagne, mais au-delà des personnes qu'on accompagne, il y a aussi les salariés. Donc c'est déjà de vérifier et de proposer en tous les cas les possibilités d'ouverture et de travail en partenariat avec les entreprises ou le service public qu'on peut avoir aux alentours. Donc on va proposer déjà à travers des groupes de travail, mais des groupes de parole aussi, la possibilité par eux-mêmes, parce qu'ils peuvent aussi nous proposer, les personnes qui travaillent chez nous, d'avoir des idées de partenariat, mais également de nouvelles activités. Et à ce moment-là, on va décider tous ensemble à travers donc un cahier des charges et avec des objectifs précis dans le temps, mais aussi au niveau des résultats, de porter un projet commun tous ensemble en sollicitant dans la coopérative directement, donc soit les entreprises qui sont concernées, soit les services de la municipalité, de l'intercommunalité ou du département qui vont être concernés. Mehdi Lapti, merci pour cet échange. Je suis assez frustré de ne pas avoir plus pris le temps d'aller creuser, parce qu'on a eu une bonne heure et demie de discussion avant d'enregistrer. Et c'est vrai que vous avez exploré beaucoup de champs, globalement, qu'on pourrait mettre dans le terme de la RSE ou de l'inclusion ou du pouvoir d'agir. Notamment, on est au sein d'un bâtiment qui est assez incroyable, qui est un bâtiment dont on a beaucoup parlé, qui est très responsable. On mettra, nous, en description de ce podcast-là, tous les liens, justement, pour pouvoir mieux comprendre votre projet, parce qu'il est complexe et très vaste. Merci en tout cas pour votre accueil, et puis bon courage pour vos prochains projets. Merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Mehdi Lapti pour son accueil et pour cette visite instructive de la ferme. Les 4 clés de réussite que je tiens à vous partager aujourd'hui sont les suivantes. Un enjeu commun porté par un collectif, ici autour de la sécurité alimentaire, la production, l'engagement solidaire pour la création d'emplois et la montée en compétences. Une deuxième clé de réussite, c'est qu'il faut du temps pour monter un tel projet. Une troisième, c'est que ce projet est ancré dans son territoire et pour son territoire. Et enfin, la quatrième, et on ne le dit pas assez, il faut tout simplement oser. Comme à chaque fois, vous retrouverez toutes les références de l'épisode dans le descriptif. Comme chaque mois, vous retrouverez cet épisode sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous contacter par mail, contact@apogee-ess.org. À bientôt!